On va débuter si vous le voulez bien. Ouais, c'est parti. Merci à tout le monde d'être présent. Merci aux personnes qui sont en visio. Pour les personnes qui sont en visio, je vous demanderai surtout, s'il vous plaît, de bien couper vos micros. C'est juste pour le niveau de qualité de son. Si surtout vous n'entendez pas aussi au niveau retour vidéo, il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à en faire part sur le chat et n'hésitez pas non plus à poser des questions sur le chat. D'accord? Donc, on va pouvoir débuter. Je laisse donc Monsieur Dupas prendre la relève. Je lui partage juste l'écran. Si ça veut bien. Voilà. Merci. On est parti? On est parti. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à ceux qui sont là en présentiel et bonjour à ceux qui sont également présents en distanciel. Donc, je suis Florent Dupas, directeur du marketing entreprise chez Harmonie Mutuelle. Et on va passer ce matin un petit moment à parler de stratégie pour essayer de mobiliser tout le potentiel humain des entreprises. Et ce qu'on vous propose, donc, c'est une intervention en 3 parties. Dans un premier temps, on vous expliquera pourquoi cette question a toute son importance aujourd'hui dans les entreprises. Ensuite, on vous montrera comment chez Harmonie Mutuelle, on accompagne les entreprises en la matière. Et puis, on terminera par vous montrer du concret avec un exemple d'une entreprise dont on ne dira pas le nom, qu'on a accompagné justement sur cette belle question de comment on mobilise tout le potentiel humain des entreprises. Durant le moment qu'on va passer ensemble, vous n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit en présentiel ou en distanciel. N'hésitez surtout pas à interagir, commenter, poser des questions. Toute intervention est bonne à prendre. Voilà pour le contexte. Juste pour commencer, quelques mots peut-être sur Harmonie Mutuelle. Juste pour vous dire, voilà, chez Harmonie Mutuelle, on accompagne à peu près 65 000 entreprises en France sur très largement toutes leurs problématiques de potentiel humain. Vous avez à l'écran nos différents domaines d'intervention, mais quand on dit qu'on aide les entreprises, et c'est notre mission à essayer de protéger et valoriser les femmes et les hommes qui font la richesse de l'entreprise, eh bien, on vous aide à faciliter l'accès à la santé, on vous aide aussi à sécuriser les revenus des salariés face aux aléas de la vie, avec tout ce qui est régime de prévoyance ou épargne retraite. Et puis, de plus en plus, on accompagne des entreprises pour essayer justement les aider à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de leurs équipes et à agir sur le potentiel humain. Voilà brièvement sur qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, vous avez été invité sur cette question, mais quelle stratégie gagnante pour essayer de mobiliser tout le potentiel humain de votre entreprise? Et voilà, en discutant avec certains d'entre vous présents ici, effectivement, c'est une question qui a toute son importance aujourd'hui dans vos enjeux, et sans doute que parmi vos questions stratégiques, il y a cette question, mais voilà, j'entends des choses, des tensions, des comportements, des attitudes qui ont changé, notamment avec tout ce qu'on a vécu avec le Covid. Et quand on est dirigeant d'entreprise ou DRH, eh bien, cette question, elle prend de plus en plus de poids. Et c'est normal qu'elle prend de plus en plus de poids. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de vous montrer quelques éléments qui expliquent justement cette montée en puissance de cette question. En fait, ce qui se passe dans les entreprises depuis déjà beaucoup d'années, c'est qu'il y a d'importantes mutations dans le monde qui, en fait, exercent des pressions constantes sur les entreprises et les entreprises sont très impactées, leur activité, leur performance est très impactée. Vous avez à l'écran un panorama de toutes les pressions ou mutations que peuvent recevoir les entreprises. La première, c'est celle que tout le monde a en tête, c'est les impacts de la mondialisation et notamment avec l'actualité en Russie, en Ukraine, cette pression est encore plus importante. Mais voilà, quand on dirige une entreprise et quand on essaie d'être compétitif, eh bien, on doit prendre en compte
des contraintes, des opportunités. Alors, quand on parle de conformité légale, on pense souvent à de nouvelles contraintes à appliquer. Mais voilà, il y a aussi des sources d'opportunités telles que la numérisation du business en général qui permet de faire de nouvelles choses, l'environnement avec tous les sujets de réduction d'émissions de CO2, des nouvelles pratiques RH à prendre en compte. Généralement, on a en tête que voilà, les jeunes recrues sont parfois des générations qu'on manage différemment. Donc voilà, toutes les évolutions aussi sociétales ont un impact sur la vie de l'entreprise, que ce soit au niveau de la consommation, au niveau des concepts familiaux. Et puis, on a connu aussi un événement bien marquant qui est le Covid-19. Donc voilà, ça, je pense que ça vous parle très largement. Tout ça, ce sont des choses qui ont dû vous impacter ces dernières années. Et malheureusement, entre guillemets, ce qui se passe, c'est que voilà, face à cette mutation qui s'impose, eh bien, vos entreprises, vous dirigeants, vous DRH, vous avez été obligés de, entre guillemets, de faire bouger les curseurs parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont contraintes de se transformer justement pour rester compétitives. Et ces transformations, en fait, dans les entreprises, qu'on soit d'ailleurs à Harmonie Mutuelle avec 5000 salariés ou une boîte de 500 ou une entreprise de 2 salariés, eh bien, tout le monde est obligé de bouger et de se transformer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces transformations, elles ont forcément un impact sur l'humain dans l'entreprise. Parce que voilà, vis-à-vis des salariés aujourd'hui, vu que l'entreprise se transforme, eh bien pour les salariés, qu'on soit d'ailleurs manager, directeur ou collaborateur, eh bien on nous demande tous d'être plus agiles, d'être plus polyvalents, de travailler plus, d'acquérir de nouvelles compétences, parce que si la boîte se transforme, eh bien il faut bien suivre le mouvement. Et tout ça, ça amène des tensions dans les entreprises, parce que bien évidemment, quand on fait bouger le curseur, eh bien ça fait bouger le curseur sur l'intensité du travail, sur le sens du travail qu'on peut trouver, sur quel est le rôle de mes managers pour accompagner cette transformation, comment l'information circule, et puis surtout, ça peut aussi, et en ce moment, ça fait beaucoup bouger les curseurs sur le dialogue social, entre autres. Et la conséquence de ce cercle un peu vicieux, c'est voilà, on observe dans les entreprises aujourd'hui une explosion en fait de l'épuisement individuel, collectif, sous différentes formes. Quand on regarde le pourcentage de gens qui sont aujourd'hui stressés dans les entreprises, le pourcentage de gens qui n'y trouvent plus leur compte et qui se désengagent en fait de leur entreprise, le phénomène de burn-out, les troubles musculo-squelettiques, la montée de l'absentéisme, les conflits sociaux. Donc on a vraiment une pente, on va dire, pas forcément très, très sympa sur voilà, une montée de l'épuisement. Parce que voilà, les entreprises se transforment et que le rythme de transformation s'accélère. Alors, je ne sais pas si ça, bien évidemment, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais ce phénomène est quand même un point commun dans pas mal de structures, qu'on soit d'ailleurs dans l'industrie, dans le service, dans les collectivités, il y a tout, ce même phénomène se pose à tout le monde. Et juste pour illustrer en fait mon propos, en décrivant effectivement qu'on a une montée un petit peu de l'épuisement individuel et collectif, effectivement, il suffit de regarder un petit peu quelques chiffres dans l'actualité pour voir que les entreprises sont certes pressées économiquement, mais sont aussi de plus en plus pressées humainement, et en fait sur différentes dimensions. Là, on vous montre 4 dimensions. La première, on peut se poser des questions sur la productivité des salariés dans l'entreprise quand on sait qu'il y en a pratiquement un quart qui sont en situation d'hyperstress. Donc quand on est en situation d'hyperstress, quel rapport on a à la performance? On peut se poser des questions. Un autre point qu'on peut regarder, c'est l'absentéisme, effectivement, qui connaît une croissance de plus 4% par an. Et quand on regarde un peu les coûts moyens par an et par salarié français, on atteint une facture de 4 000 euros par salarié français. Donc si on additionne ça avec le nombre de salariés en France, ça fait une facture assez colossale pour les entreprises. Voilà, donc des problèmes de productivité, des problèmes d'absentéisme. Et puis, on le voit aussi beaucoup en ce moment, des problèmes d'attractivité, de fidélisation des talents. La France, on est le deuxième pays le plus touché au monde par la fuite des talents à l'étranger. C'est LinkedIn qui a mesuré ça en regardant effectivement comment bougeaient les inscrits à LinkedIn. Et puis, le dernier point qui est tout récent, puisque c'est un chiffre de fin 2021 par la NDRH, qui avait fait une petite étude auprès de ses adhérents, et aujourd'hui, 80% des DRH sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, et puis quel que soit aussi j'ai envie de dire, le profil des compétences. On pense souvent à des pénuries de postes d'ouvriers, par exemple, sur des chaînes de production. Mais en fait, aujourd'hui, la pénurie, elle touche tout type de cibles, que ce soit des informaticiens,
des marketeurs, des ouvriers, bref, tout type de profession est aujourd'hui touché. Donc, vous voyez, on voit bien qu'on a des entreprises qui sont pressurisées humainement et les dirigeants des entreprises dans tout ça ont bien compris en fait que c'est peut-être le sujet numéro un pour assurer en fait la pérennité de leur entreprise. Là, vous avez à l'écran un baromètre fait par OpinionWay tous les ans qui va interroger 500 dirigeants de PME et de TI pour tous les ans leur demander mais c'est quoi votre première préoccupation pour la compétitivité de votre entreprise. Et depuis que ce baromètre existe, c'est-à-dire depuis 10 ans, eh bien, la première inquiétude des décideurs, ce sont les risques humains. Donc depuis 10 ans, c'est la première préoccupation et depuis 5 ans, eh bien, c'est une préoccupation qui monte puisque voilà, 80% des dirigeants de PME et de TI sont très inquiets par ces risques humains. 80%, ce n'était que 72% l'année dernière, donc chaque année, ça prend différents points. Et c'est vraiment le sujet numéro un, loin devant des risques, des préoccupations sur des risques réglementaires, des risques marchés ou même des cyberattaques. Et quand on parle de risques humains, on est vraiment au sens très très large du terme. Hein. C'est des accidents du travail, des maladies professionnelles, une pénurie de main-d'œuvre, des actions, des grèves, des actions prud'homales. Bref, c'est tout le sujet humain qui aujourd'hui préoccupe les dirigeants d'entreprise. Donc voilà, en guise d'introduction, tout ça pour vous dire, c'est une petite démonstration pour vous montrer qu'effectivement, avec cette jolie photo de salariés d'entreprise, qu'on soit dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le service, dans les administrations publiques, dans l'informatique, dirigeants, DRH, vous êtes tous confrontés à la même question, mais comment je fais avec tout ça pour mobiliser tout le potentiel humain de l'entreprise? Voilà pour cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance, non? Ou si quelqu'un veut des commentaires à apporter ou des questions. Non? C'est bon pour tout le monde? Oui, vous vous reconnaissez bien? Assez. Oui, je le précise, effectivement, vous aurez tous le support à disposition et vous pourrez retrouver tous les chiffres. Donc ça, c'est le constat. Donc le constat, c'est assez facile de le faire, vous pourriez me dire. Tout l'idée, c'est comment on fait, c'est d'où la question. Et en fait, chez Harmonie Mutuelle, on a une conviction assez forte. C'est que si on veut répondre à cette question, en fait, pour répondre à cette question, il faut absolument regarder ce qui se passe au niveau des équipes, au niveau des salariés. Quand je parle de salariés, c'est pas uniquement au niveau des collaborateurs, hein, c'est toutes les femmes et les hommes qui composent l'entreprise, les dirigeants, les managers. Et en fait, notre conviction, c'est qu'il faut s'assurer que les salariés ont l'énergie nécessaire pour faire face aux exigences du quotidien. Et on est assez convaincu que cette dimension d'énergie, c'est vraiment le socle pour pouvoir répondre à cette question. Et ça peut vous surprendre qu'on parle d'énergie, parce que vous entendez peut-être souvent parler de qualité de vie au travail, de RPS, d'engagement. Chez Harmonie Mutuelle, vous allez voir qu'on parle, pour des raisons bien précises, de l'énergie des salariés. Et pour commencer à partager avec vous cette conviction qui nous anime chez Harmonie Mutuelle, on s'est mis un petit peu à votre place, vous dirigeants et des RH. Et en fait, quand vous voulez commencer à bâtir des politiques RH ou des politiques de prévention pour essayer justement d'essayer de mobiliser tous vos salariés par rapport à la stratégie d'entreprise, eh bien votre job, il est particulièrement difficile à mener. Parce qu'en fait, c'est un peu la photo de l'iceberg que vous avez à l'écran. Vous pouvez, si vous avez envie justement de répondre à cette question et de travailler une politique RH et de prévention, vous pouvez peut-être regarder chez vous certains repères que vous avez. Voilà, est-ce que j'ai beaucoup de salariés qui s'absentent? Donc, quel est mon taux d'absentéisme? Est-ce que j'ai beaucoup de gens qui partent, qui arrivent? Est-ce que j'ai beaucoup de postes vacants? Est-ce que j'ai beaucoup de gens qui démissionnent, qui ne se retrouvent plus dans le projet d'entreprise? Ou est-ce que je perds de la productivité? Est-ce que mes salariés sont moins performants? Mais en fait, quand on se met à votre place en tant que dirigeant ou DRH, sur cette face immergée de l'iceberg, ça vous donne quand même pas beaucoup d'indications. Et finalement, dans votre fonction, c'est assez compliqué de savoir comment les gens vont et qu'est-ce qui fait qu'ils sont performants ou non. Et en fait, le plus intéressant, c'est d'aller voir ce qui se cache en dessous de l'iceberg. Et là, c'est nettement moins accessible, pardon, parce que si on avait un petit peu de temps et que je questionnais chacune et chacun d'entre vous pour vous demander alors quel est le niveau d'énergie en ce moment de vos équipes? Est-ce que les gens vont bien?
Vous pourriez peut-être me répondre à cette question, mais avec plutôt des signaux faibles en me disant, bah voilà, j'entends des salariés qui se plaignent, mais vous allez me dire, j'entends toujours les mêmes qui se plaignent, ou qu'il faut remonter telle problématique. Donc c'est toujours assez compliqué pour vous d'objectiver sur comment ça va en ce moment dans vos entreprises. Et puis si je vous posais une deuxième question, qu'est-ce qui fait que vos salariés sont en pleine forme? Qu'est-ce qui empêche vos salariés d'être en pleine forme? Je pense que vous auriez aussi du mal à pouvoir me répondre. Et voilà, notre conviction, c'est que voilà, pour, euh, pour que vous puissiez en fait mettre en place des politiques RH et de prévention qui vous permettent de mobiliser en fait tout le potentiel humain de votre entreprise, eh ben, c'est hyper compliqué si vous n'avez pas des données objectives sur comment ça va en ce moment et qu'est-ce qui fait que ça va et qu'est-ce qui fait que ça va pas. Donc vous avez compris tout l'intérêt de ce qu'on vous présente ce matin, c'est d'aller voir ce qui se cache en dessous de l'iceberg. Et pourquoi on vous parle d'énergie et pas d'engagement, de satisfaction des salariés ou d'expérience collaborateur. On vous parle d'énergie parce qu'en fait, vous comme moi, on est tous ici des salariés ou des dirigeants d'entreprise. On est tous des êtres humains, j'ai envie de dire. Et ce qui est déterminant pour chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, c'est l'énergie qu'on a pour faire face aux exigences de notre vie. Et notre vie, elle a à la fois un plan professionnel et un plan personnel. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler pendant 40 ans, peut-être pendant 42 ans bientôt. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps à fond, on ne peut pas être tout le temps être en pleine forme. Et en fait, ce qui se joue en chacun d'entre nous, et c'est la belle photo que vous avez à l'écran, c'est que constamment, on est dans un balancier, dans une situation d'équilibre, pour être tantôt dans une situation d'énergie et tantôt, malheureusement, tomber dans un stade d'épuisement. Et ce qui va se jouer, les éléments qui vont jouer dans ce rapport individuel, c'est le sens du travail, la charge de travail, ce qui se passe dans notre vie privée en termes de vie familiale. Est-ce qu'on prend suffisamment de temps pour aller se ressourcer en faisant du sport ou en pratiquant des loisirs? Est-ce que je passe beaucoup de temps dans les transports? Est-ce que je suis autonome dans mon travail? Bref, est-ce que je suis soutenu par mes managers? Donc tout ça, il y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, on peut basculer, entre guillemets, dans le côté positif, dans le vert, dans l'énergie, et puis parfois dans l'épuisement. Et c'est ce rapport-là qui est déterminant dans la performance de vos équipes. Et c'est très joli ce que je vous dis en fait, mais tout ça, ça a été hyper réfléchi parce que je vous parle d'énergie aujourd'hui parce que tout simplement, vous avez des chercheurs en Belgique au sein de l'Université catholique de Louvain. Donc quand je dis des chercheurs, ce sont des psychologues du travail, des médecins généralistes, des médecins du travail, des ergonomes, des coachs, aussi des managers qui ont essayé en fait de se dire, voilà, c'est l'énergie, c'est ce qui nous anime à chacun d'entre nous. Mais en fait, ils ont fait un constat, c'est qu'il n'existait aucun outil dans le monde capable justement de déterminer quel est le niveau d'énergie d'un individu et comment on peut, avec cette mesure, être capable de prévenir les conséquences néfastes d'un risque d'épuisement pour l'individu et pour l'entreprise. Et donc ces chercheurs ont passé 4 années à analyser en fait toute la littérature scientifique qui existait dans le monde sur des dimensions d'RPS, de qualité de vie au travail, sur les questions d'énergie. Et ils ont commencé à modéliser en fait c'est quoi l'énergie et l'épuisement d'un individu au travail. Et puis ils ont essayé on va dire de confronter cette modélisation théorique à des salariés en burn-out. Donc pendant 2 ans, ils ont passé du temps en fait avec 300 salariés en burn-out et 300 salariés en fait qui étaient en épuisement total, mais pour des raisons totalement différentes et dans des univers totalement différents. Et cela a permis d'aboutir en fait à un test scientifique d'auto-évaluation de son niveau d'énergie. Et aujourd'hui, ce test scientifique d'auto-évaluation, donc tout ça, ça date déjà d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on a 150 000 salariés dans le monde qui ont passé ce test scientifique, donc en Belgique, en Pays-Bas, en Allemagne, en France et depuis quelques semaines aux États-Unis. Et ça devient un vrai outil, donc standard, pour essayer de devenir acteur et de maîtriser son niveau d'énergie. D'où notre conviction de parler d'énergie, parce que ce test est vraiment intéressant et assez, on va dire, innovant dans le monde. Parce qu'en fait, avec ce test individuel scientifique d'auto-évaluation, eh bien, on est capable d'analyser en fait à 360 degrés le niveau d'énergie des salariés. Donc c'est un test qui fait 151 questions, donc assez robuste, et qui va regarder chez l'individu en fait comment il va physiquement, comment il va émotionnellement, comment il va mentalement, comment il se comporte et est-ce qu'il est engagé professionnellement.
Et en regardant tout ça, eh bien, ce test va être capable de dire à l'individu, bah, toi, aujourd'hui, tu es soit dans un stade d'énergie ou au contraire, tu es proche de l'épuisement professionnel. Mais ce test va beaucoup plus loin il va passer au radar aussi toute notre vie quotidienne, donc notre vie professionnelle, notre vie numérique, nos traits de personnalité, notre style de vie pour être capable de comprendre mais pourquoi toi, individu, aujourd'hui, tu arrives à ce stade de l'énergie ou de l'épuisement. Pour être plus concret, quand vous répondez à ce test, et je vous l'annonce à l'issue de du moment qu'on passe ensemble, vous pourrez faire le test pour vous. Si vous le souhaitez, on vous donnera accès à ce test pour savoir comment vous allez, pour faire un check-up de comment vous allez. Et si ça vous intéresse du coup de faire ce test, eh bien vous allez voir que vous allez, dès la première question, vous dire en fait, je vais prendre 20 minutes pour moi. Parce qu'effectivement, c'est un moment, c'est pas, voilà, je ne vous parle pas d'un questionnaire pour savoir si vous êtes content de votre employeur, c'est pas du tout ça le sujet. C'est vraiment répondre à 150 questions pendant 20-25 minutes, c'est assez long. Il faut être assez concentré et on se prend vite au jeu parce qu'en fait, c'est voilà, 20-25 minutes sur soi. Et dans une carrière, je ne sais pas si on a tous l'occasion de se poser 25 minutes sur comment on le va. On peut le faire, mais sans outils, c'est assez compliqué. Et donc, c'est assez bluffant de répondre à ce test parce que d'emblée, on vous pose des questions sur votre sommeil, sur est-ce que vous avez mal au dos, est-ce que vous avez des maux d'estomac, comment vous gérez vos émotions en ce moment, est-ce que vous êtes anxieux, irritable, est-ce que vous arrivez à vous concentrer? Et Dieu sait que quand on reste connecté à des ordinateurs pendant une journée, c'est très dur à un moment donné de rester concentré. Est-ce qu'en ce moment vous isolez envers autrui ou au contraire, est-ce que vous êtes encore ouvert vis-à-vis de vos collègues ou votre entourage privé? Ou est-ce que vous êtes fier du job que vous faites? Est-ce que vous vous sentez efficace? Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est les 25 premières questions de ce test, parce que c'est uniquement en regardant ces questions-là que le test est capable de vous dire si vous allez bien ou si vous n'allez pas bien. Ça, c'est le premier plan. Et puis, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce test, ensuite, va vous poser 130 questions sur ce que vous vivez quotidiennement en termes d'environnement de travail. Est-ce que vous trouvez votre compte sur la charge de travail, sur le parcours professionnel, sur l'autonomie? Est-ce que vous êtes aligné avec la stratégie de votre entreprise? Est-ce que vous pouvez vous reposer sur une sécurité de l'emploi? Est-ce que vous partagez les valeurs de votre entreprise? Mais ça ne va pas s'intéresser uniquement à ce qu'on pourrait appeler des risques psychosociaux ou des sujets d'environnement de travail. Ça va même beaucoup plus loin, puisqu'on va regarder ce que vous vivez au niveau du numérique. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à assimiler des tonnes de mails, des tonnes de messages par téléphone, des tas de coups de fil. On reste connecté, hyper connecté à plein d'outils. On est dépendant aussi dans notre travail de beaucoup d'outils informatiques et quand des outils informatiques plantent, eh bien ça a un impact sur notre quotidien. Bref, vous comprenez, ce test va aussi regarder ce que vous vivez sur un plan numérique, sur vos traits de personnalité, puisqu'on n'est pas tous faits de la même façon. Je suis sûr que certains d'entre vous sont des gens très optimistes, d'autres sont des hyper perfectionnistes. Mais bien tout ça, ça a des impacts considérables sur votre énergie ou votre épuisement. Et puis, ce qu'on vit aussi en dehors du cadre professionnel a un impact considérable sur notre énergie. Et donc, voilà, ce qu'on vit à la maison, ce qu'on vit avec nos proches, ce qu'on vit dans les transports, notre alimentation, notre état de santé et notre pratique du sport, tout ça a un impact considérable. Et donc, voilà, pour faire simple, ce qu'ont vu les chercheurs, c'est qu'on ne pouvait pas faire l'économie de regarder, je fais un retour en arrière, toutes ces dimensions-là pour diagnostiquer l'état d'un individu et qu'on ne peut pas faire l'économie de ces 30 facteurs de risque pour être capable de comprendre pourquoi un individu est énergisé ou au contraire est épuisé. Donc voilà pourquoi on vous parle d'énergie aujourd'hui, c'est pour pouvoir répondre à la question comment je peux mobiliser tout le potentiel humain. Eh bien, notre conviction, c'est que vous devez vous intéresser à comment vont vos équipes, mais pas simplement en leur posant 10 questions, est-ce que ça va en ce moment, ou qu'est-ce qui te fatigue, mais de faire appel à une approche totalement objectivée en la matière, parce que voilà, c'est un vrai sujet aussi de dialogue social dans vos entreprises, et vous avez besoin d'objectiver, de ne pas utiliser des outils faits parfois par vous-même, parce que ça peut être assez difficile à mettre en place en la matière. Et donc, vous l'aurez compris, tout notre accompagnement en la matière, donc la stratégie gagnante qu'on vous présente ce matin, c'est comment je peux objectiver ce qui se passe dans mon entreprise pour mieux agir en matière de politique RH et de prévention. Et donc, c'est toute notre méthode qu'on appelle donc harmonie potentiel humain. Pour faire simple, on a acheté les droits en France du modèle scientifique belge que je vous ai présenté. Et donc, vous ne le trouverez pas ailleurs. On est les seuls dépositaires de cette méthode en France.
Et voilà comment on accompagne les entreprises. On met en œuvre en fait dans votre entreprise un programme global de maîtrise de l'énergie qui va agir sur un plan individuel et collectif. Et en fait, la stratégie, elle se fait en 5 étapes. La première étape, qui est la plus importante, et elle vous parlera d'autant plus que quand on vous enverra des codes d'accès pour pouvoir faire votre test personnel, c'est que dans les entreprises, on invite tous les salariés, dirigeants, managers, collaborateurs, à tester scientifiquement leur niveau de stress en répondant aux tests que je vous ai décrits juste avant. Et cette première étape, elle est extrêmement importante parce qu'en fait, vous offrez un service à vos salariés. Le message que vous envoyez à vos équipes, c'est pas allez, soyez sympa, répondez au sondage pour savoir si vous êtes content de ce que vous avez dans l'entreprise, mais c'est plutôt, voilà, chaque salarié, prenez 20 minutes pour savoir comment vous allez. Et c'est d'autant plus important que quand vous répondez à la dernière question du test, eh bien, le salarié télécharge immédiatement son bilan personnalisé. On utilise une plateforme digitale avec un algorithme derrière qui va calculer tout de suite les résultats du salarié. Et donc, quand je dis que vous offrez un vrai service à vos salariés, eh bien, c'est le cas parce qu'en fait, le salarié va certes se poser 25 minutes sur soi, mais en plus, il va recevoir un bilan individuel qui va lui décrire voilà comment tu vas, globalement, émotionnellement, physiquement, et qui va lui décrire voilà dans ta vie quotidienne quelles sont tes sources d'énergie et tes sources d'épuisement. Et donc, c'est une vraie boussole pour vous et pour vos salariés pour devenir autonome sur comment je maîtrise moi-même mon niveau d'énergie. Parce que dans ce bilan, on va aussi donner des conseils aux salariés pour devenir autonome. Je vous donne un exemple, mais ça, je pense que ça vous parlera, parce que c'est une des difficultés dans les entreprises, les partenaires sociaux ou les salariés, je caricature un petit peu, mais ont tendance à dire, voilà, l'énergie, l'épuisement ou la qualité de vie au travail, c'est à la fonction RH de faire. Bah non, c'est à tout le monde de jouer. Et déjà, chaque individu peut être autonome sur son niveau d'énergie. Et donc, avec cette démarche de test individuel et de bilan individuel, eh bien, vous autonomisez vos collaborateurs. Parce que, par exemple, un salarié dont le test va montrer qu'il est un peu mal en point, un peu stressé et fatigué, que la première source de stress, c'est une surcharge de travail, eh bien, le premier conseil pour un collaborateur, c'est déjà d'objectiver sa charge de travail, de prendre 30 minutes pour essayer de factualiser c'est quoi ta surcharge de travail et d'aller en discuter avec un manager ou d'aller en discuter avec des collègues, mais de devenir acteur en fait de ce qu'il vit dans l'entreprise. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de prendre en charge psychologiquement des salariés qui peuvent être en difficulté, parce que bien évidemment, inviter des salariés à faire le point sur comment ils vont et recevoir un bilan qui montre qu'ils vont pas bien, eh bien, il faut tendre une main ou il faut pouvoir prendre en charge ces salariés. Et donc, on a des psychologues du travail chez Harmonie Mutuelle qui peuvent intervenir à distance, mais aussi en présentiel, de visu, pour prendre en charge ces salariés qui auraient besoin en fait d'être soutenus. Donc, en fait, à travers ce dispositif, eh bien, vous agissez déjà en prévention, puisque vous tendez une main à des salariés qui peuvent être secoués. Bien évidemment, un salarié qui ne va pas bien peut-être n'activera pas cette solution-là, mais ça n'engage pas plus que ça votre responsabilité d'employeur, parce que votre responsabilité, c'est d'engager des moyens. Et là, vous engagez des moyens et vous proposez des solutions à vos salariés. Et puis, bien évidemment, ce qui va vous intéresser, vous dirigeants et des RH, pour répondre à cette question de comment mobiliser le potentiel humain, c'est la partie 4 et 5. C'est effectivement à la fin des tests individuels. En général, on a 75 à 85% des salariés qui font le test. Eh bien, nous, on consolide ces résultats de manière anonyme et confidentielle. Tout est anonymisé et confidentiel dans cette démarche. Eh bien, on est capable de vous faire un diagnostic assez chiffré et assez fin sur comment vont vos équipes, ce qui vous permet d'objectiver l'énergie des équipes. Et ça, c'est un pas important, parce qu'une fois que vous avez montré et communiqué sur comment ça va dans l'entreprise, eh bien, vous avez déjà franchi une grande étape. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent beaucoup de temps à récupérer des signaux faibles, à discuter à partir de signaux faibles. Là, en faisant ça, vous gagnez beaucoup de temps, parce que le bilan sur comment ça va, eh bien, on le fait une fois pour toutes, et on sait comment ça va. Et on l'objective grâce à un test scientifique. Et ça permet de passer beaucoup plus rapidement à la 5e étape, qui est la plus importante pour vous, employeur, c'est de mettre en place des actions, parce qu'on va vous présenter une photographie de quelles sont les sources d'énergie de vos salariés et quelles sont les sources d'épuisement. Et ça, c'est très intéressant pour vous pour 2 raisons. La première, c'est qu'on vous montre du positif et du négatif. Et c'est vrai que quand on parle de QVT ou d'RPS, on a tendance à montrer uniquement ce qui est de la souffrance au travail. Et donc là, on vient souvent avec des bonnes nouvelles. Voilà ce qui booste vos collaborateurs, parce que
quelles que soient les entreprises, il y a toujours des sources d'énergie sur le plan professionnel. Et puis, le deuxième intérêt pour vous, c'est qu'on va hiérarchiser quels sont les facteurs qui ont le plus d'impact sur l'énergie de vos collaborateurs. Donc, on va vous montrer une zone verte, une zone orange, une zone rouge, et vous l'aurez compris qu'on va vous montrer en fait les facteurs qui énergisent le plus vos collaborateurs et ceux qui les épuisent les plus. Et ça vous permet de vous dire, OK, bah dans les 2 prochaines années, je n'ai pas à chercher plus loin, voilà vraiment quelles sont mes priorités en matière de politique RH. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce constat-là, on ne le fait pas uniquement sur l'ensemble du personnel, on peut le faire aussi par équipe. Parce que bien évidemment, quand on est ouvrier ou informaticien, eh bien, les bilans sur l'énergie ou les sources d'énergie ou d'épuisement sont totalement différentes. Donc voilà comment, en fait, on embarque toute votre entreprise, vous l'avez compris, hein, c'est de l'individuel et du collectif pour essayer de vous aider à dynamiser vos politiques RH et répondre à cette question. Voilà un peu sur la stratégie gagnante. Vous verrez dans le support qui vous sera transmis, vous avez un zoom sur chacune des étapes. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans le détail ce matin, mais vous avez compris comment on vous accompagne. Et juste avant peut-être prendre certaines questions ou certains commentaires, et avant de vous montrer un exemple concret d'une entreprise qu'on a accompagnée, voilà, on est convaincu chez Harmonie Mutuelle que c'est ce qui doit vous animer, c'est comment je peux piloter l'énergie de mes équipes et comment je peux essayer d'objectiver ce qui se passe pour essayer d'agir. Et nous, on est convaincus qu'avec cette méthode, eh bien, on peut vous aider d'une part à responsabiliser vos collaborateurs. Pour nous, c'est vraiment un des leviers phares. Et par rapport aux discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous ce matin en 5 minutes, voilà, la question de comment je responsabilise mes collaborateurs, elle est super importante. Le deuxième enjeu pour vous, c'est comment objectiver ce qui se passe dans votre entreprise. C'est aussi un enjeu important. Le troisième, c'est qu'effectivement, bâtir une politique RH, c'est extrêmement compliqué et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de dynamiser, mais aussi de comprendre est-ce que ce que vous avez fait porte ses fruits. Et quand on mesure ce qui se passe dans les équipes, eh bien peut-être qu'on va voir que ce que vous avez mis en place il y a 2-3 ans a porté ses fruits. Donc vous avez besoin d'avoir des repères aussi pour savoir si l'argent que vous mettez dans votre politique RH, elle est efficace et elle est sur les bons leviers. Et puis le quatrième bénéfice, c'est voilà, c'est un peu le fil conducteur de ce qu'on partage avec vous ce matin, c'est que voilà, avec ce type de méthode, eh bien finalement vous allez embarquer toute l'entreprise sur un enjeu phare et collectif, c'est comment on concilie l'économique et l'humain, puisqu'on ne fait pas ça pour faire joli, hein. L'idée c'est que bien évidemment derrière tout le monde puisse être engagé et performant au sein de l'entreprise, donc c'est bien de concilier l'économique et l'humain. Voilà sur en quelques mots notre conviction qu'on partage avec vous ce matin et la méthode qu'on développe dans les entreprises pour les aider à répondre à ces beaux défis, ces défis humains. Je ne sais pas s'il y a pas de questions Non. Ou des commentaires à ce stade. Je me pose juste la question, c'est que c'est un projet. Merci. L'accompagnement, j'ai échangé avec Estelle dynamique, qui est fort intéressant. La question que je pose aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, ce serait pas un peu trop tôt pour le faire, parce qu'on a des vraies difficultés. Alors moi, je parle pour mon cas, on a des vraies difficultés avec le technique, voilà, c'est très compliqué, les personnes d'achat. Donc là, tout est prêt, c'est-à-dire qu'on vient en bas, c'est la toute entreprise, on a les salaires comme l'inflation qui pourrait augmenter, donc bon, voilà, c'est un peu problématique. L'interrogation, en tout cas, c'est si on menait ce projet-là à court terme, est-ce que les résultats seraient pas Une réponse, c'est les chercheurs et les médecins bien vu en fait. Ça, c'est des processus où on peut peut-être sentir aujourd'hui avec le contexte dans l'entreprise. Si on avait fait la photo chez vous il y a un an et la faire maintenant, je ne suis pas sûr que la photo aurait véritablement changé parce qu'en fait, il y a des événements exogènes qui peuvent jouer, mais ça ne joue pas plus que ça. Il n'y aurait pas un gros impact finalement. Enfin, voilà, il y aura forcément un impact, mais comme on mesure l'impact d'une trentaine de facteurs,
Oui, un contexte Covid, par exemple, va jouer sur 2 ou 3 facteurs. Mais c'est tellement multifactoriel que voilà, ça va jouer à la marge. Et après, j'ai souvent cette question, effectivement, moi je me rappelle toujours d'un dirigeant, effectivement, c'était pendant le Covid, et qui m'avait dit, moi je le fais surtout pas en ce moment, parce qu'en plus je sens aujourd'hui un mécontentement dans l'entreprise, et puis j'en ai marre parce que ça fait 2 ans que chaque année, je mets plus 5% sur mon budget RH et qu'on fait plein de choses. Et je lui fais, mais justement, est-ce que vous n'avez pas envie de savoir si les plus 5% que vous avez mis par an ou la somme que vous avez mis porte ses fruits? Et puis dans votre question, je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, mais vous avez dit, voilà, on a beaucoup de revendications en ce moment, mais justement, est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose d'objectivé pour justement pouvoir, comment dire, objectiver aussi la discussion sur le comment on va répondre à telle ou telle problématique. Et peut-être que la question du pouvoir d'achat, de la précarité financière, entre guillemets, ne sera peut-être pas le premier facteur qui apportera de l'épuisement. Peut-être qu'il y aura d'autres facteurs numéro 1. Mais tant qu'on n'a pas cette vision, on va dire, objectivée de comment on va et qu'est-ce qui nous énergie, qu'est-ce qui nous épuise, c'est compliqué. Donc, il n'y a pas de mauvais moment. On a accompagné depuis le début, donc nous, ça fait 1 an et demi qu'on a mis en place cette méthode-là. Eh bien, on a des entreprises qui, en plein Covid, moins de 30% de chiffre d'affaires, nous ont dit je le fais maintenant parce que c'est justement là où j'ai besoin de savoir comment je peux jouer en la matière. Et puis on a des entreprises qui ont annoncé parfois des mauvaises nouvelles, des changements de temps de travail et elles l'ont fait à ce moment-là parce qu'elles ont besoin d'avancer. La méthode, elle prend 2 à 3 mois pour le faire. Donc ça va assez vite parce qu'en fait, ce qu'on connaît, après le Covid, on aurait, je pense pas beaucoup imaginé qu'on aurait maintenant le contexte Russie-Ukraine et la crise environnementale, tout ça va s'accélérer. Et donc, on n'a plus trop le temps de se poser la question est-ce que c'est le bon moment? Il faut agir. Voilà comment je peux répondre à la question. Je ne sais pas si je réponds pleinement, mais. Si, non, merci. Après, la deuxième interrogation, je vous donne un peu la parole. Oui, La deuxième interrogation, quand vous parlez du bilan, alors on a une vraie difficulté. Nous, chez nous, on a 260 collaborateurs et on va dire que c'est toujours un peu de on prend le sujet. Oui, il y a des pressions, oui, on nous demande d'autres choses, oui, il y a trop d'outils informatiques qu'on ne maîtrise pas, j'ai trop de mails, j'ai trop ceci, j'ai trop cela. Mais dans votre bilan, si j'ai bien compris, on va aussi sur l'aspect personnel du collaborateur. Oui. Dans son bilan, on pourrait imaginer qu'il pourrait peut-être se rendre compte que le facteur stress, ce n'est pas forcément le stress qu'on a au travail qu'on ramène à la maison, mais c'est peut-être le stress aussi qu'on peut avoir à la maison et qu'on ramène au travail. On est bien d'accord, voilà, c'est toute cette envergure, en fait. Tout à fait, que ce soit individuellement ou collectivement, comme on analyse les 30 facteurs que je vous ai montrés tout à l'heure, eh bien, moi, individu, je vais voir des facteurs de ma vie privée qui m'énergisent et qui m'épuisent, et collectivement, eh bien, on va faire le même constat. Donc, vous dire, voilà, vos équipes sont épuisées par tel facteur de l'environnement professionnel, mais aussi par tel facteur de la vie quotidienne. On s'en rend compte quand nous, au quotidien, quand on fait des entretiens RH, voilà, ou quand on creuse un peu avec des personnes qui ne sont pas bien, on rencontre, on s'aperçoit qu'il y a aussi un gros facteur personnel en fait, qui vient au sein de l'entreprise. Je ne dis pas que les facteurs personnels, hein, donc après, voilà, il y a des charges de travail. Certains ont une capacité d'intégrer de part, ça nous met vraiment en difficulté, mais on s'en rend compte quand même, voilà, on arrive à s'en rendre compte. Et c'est difficile pour nous d'aller sur la vie, en tant qu'RH, d'aller sur la vie personnelle, parce qu'on a une limite à pas, voilà, à pas franchir, sauf si la personne nous en parle très librement, mais donc là, le bilan va nous permettrait, encore une fois, vous l'avez bien dit, hein, de façon anonyme, mais dans le bilan que vous présentez après à l'entreprise, c'est aussi peut-être de dire, voilà, il y a une facteur cause entreprise et une facteur cause personnelle. Tout à fait. Pour vous donner un exemple très concret, il y aura un exemple tout à fait concret, mais moi, individuellement, je fais régulièrement ce test parce que j'y ai accès et je partage assez ouvertement quelles sont mes sources d'épuisement, mais à chaque fois, je vais retrouver comme source d'épuisement, charge de travail. En 2, ma logistique familiale. J'ai 2 filles de 5 et 10 ans, donc c'est un boulot à temps plein. Et puis, on va retrouver, je suis tendance à être un hyper perfectionniste. Ça, c'est un trait individuel, vous voyez, entre ces 3. Et puis, je rajoute sur charge d'information à assimiler au quotidien. Vous voyez, là, j'ai 4 sujets qui sont totalement différents entre un sujet de charge de travail, un sujet familial, un sujet numérique avec la quantité d'informations que je dois assimiler par jour et ma tendance à que tout soit parfait. Donc, vous voyez, rien que moi, par rapport à mon expérience, ça me permet de, quand je me prends en main et faire un petit peu de la prévention à mon niveau, eh bien, je vois que j'ai 4 sujets qui sont totalement différents. Un qui est plutôt du ressort professionnel, un du ressort numérique,
plutôt un trait de personnalité, et puis un qui me regarde parce que c'est ma vie privée. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, individuel. Et puis, je voulais prendre un exemple d'entreprise. Dans l'entreprise, en ce moment, effectivement, on le verra juste après, on peut avoir effectivement des entreprises où on va voir que la question du domicile, du transport, alors c'est un peu moins vrai que le Covid, parce qu'il y a beaucoup de télétravail, mais quand on est une entreprise à Paris et qu'effectivement on a des collaborateurs qui passent 1 heure et demie dans les transports, généralement c'est un facteur qui ressort en rouge dans le diagnostic collectif. Voilà, j'ai je sais pas, 70% de mes collaborateurs qui sont épuisés par les transports au quotidien. Donc avant le Covid, c'était comment je mets en place le télétravail. Le Covid, c'était beaucoup plus facile de faire la démarche. Mais oui, on objective ça aussi pour l'entreprise en entier. Et bien, pour dire, on s'est aperçu d'entreprise. Cette entreprise, voilà, je vais y arriver maintenant. On a vu des entreprises qui pensaient que justement c'était plutôt négatif, que les remontées d'informations qu'elles avaient, c'était toujours négatif, et au final, le bilan est positif. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des facteurs sur lesquels travailler, mais qu'il y a quand même une majorité d'éléments positifs sur lesquels on peut capitaliser. C'est ça aussi, c'est-à-dire c'est aussi montrer aux personnes contestataires que finalement, non, tout ne va pas si mal dans l'entreprise, qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et on a un gros travers en France, puisque je disais... Pour l'avoir vécu dans une entreprise occupée de Florent, qui pensait en fait qu'il y avait vraiment, que le sujet allait être super sensible en termes de restitution après aux salariés. Et en fait, le bilan était plutôt positif et ils en étaient étonnés. Et ce qui ressortait des axes négatifs, c'était des choses qui étaient, entre guillemets, à leurs mains en termes de pistes d'action sur lesquelles déjà eux pouvaient travailler facilement, sans forcément un accompagnement. Il y avait déjà des pistes à corriger de manière facile. Donc, c'est pour ça aussi que ça permet aussi dans les entreprises, je pense, de dédramatiser, ou aux personnes qui sont tout le temps en train de râler, ou parfois ça peut être des organisations syndicales qui remontent des problèmes, et qu'en fait, il n'y a pas que ces problèmes. Souvent, on râle, mais on ne dit pas quand ça va bien. Et là, c'est aussi la façon d'exprimer que ça va bien, oui, tout à fait. Et de capitaliser justement pour l'entreprise, de même aller chercher l'amélioration dans ce qui va bien pour énergiser. J'ai peut-être une question sur le côté collectif, comme source d'épuisement. Je remarque là depuis quelques temps comme un schisme en fait entre jeunes collaborateurs et collaborateurs plus anciens, d'incompréhension sur la façon de travailler pour une même tâche, pour une même fonction, et donc du coup d'agacement, de friction qui sur la durée génère justement une forme d'épuisement collectif, d'essoufflement en fait. Aussi par rapport à l'ambition de l'entreprise, ses valeurs ou autres. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous avez un peu de retour sur ce genre de choses? Parce que je le sens de plus en plus, et vous parliez tout à l'heure, je crois, d'adaptabilité managériale. Je pense que c'est valable aussi pour les encadrants qui, à un moment donné, sont un peu tiraillés entre deux façons de faire et pour lesquelles la synthèse n'est pas forcément évidente à faire, et donc qui, eux aussi, en tant qu'encadrants, du coup, vont, à un moment donné, être dans une forme d'épuisement sur une problématique qui est à la base collective. Alors ça, on le mesure, puisqu'en fait, quand on fait la photographie collective de comment ça va dans les entreprises, quelles sont les sources d'énergie, les sources d'épuisement, on fait des zooms, on regarde en fait les résultats entre les jeunes et les moins jeunes, entre les managers et les collaborateurs, et entre plein de critères différents. Donc ça nous permet de dire voilà, quelles sont les difficultés des managers, ça nous permet de faire un zoom sur les managers. Après, sur les jeunes et moins jeunes, on commence sur la méthode, mais moi, je n'ai pas encore vu de différence fondamentale sur l'énergie et l'épuisement entre les jeunes et les moins jeunes. La différence, elle est fondamentale dans une entreprise, entre les équipes, entre le métier que j'exerce. Je vous prends un exemple dans l'industrie, entre les fonctions support, RH, administrative, les ouvriers à la chaîne ou les fonctions d'encadrement de la production, les différences, c'est le jour et la nuit, en fait, parce que c'est-à-dire que le rapport à l'énergie et l'épuisement est totalement différent, et les sources d'énergie ou les sources d'épuisement sont aussi différentes. Mais au sein d'une même équipe de production, par exemple, on n'observe pas forcément des différences entre les jeunes et les moins jeunes. Et après, ça va dépendre beaucoup aussi de la taille de l'entreprise, de la culture de l'entreprise, mais ça me permet vraiment, avec cet outil, vous avez parlé de vos managers,
eh bien, on sort des résultats sur les managers pour voir justement comment ils vont et quels sont, parce que les managers ont forcément des sources spécifiques d'énergie et d'épuisement. Pour l'instant, moi, je n'en ai pas vu, mais on donne les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on regarde toujours entre les jeunes et les moins jeunes, c'est les différences, selon l'ancienneté, selon l'équipement informatique. Bref, on regarde sur toutes les variables possibles et imaginables ce qui se passe. Donc, ça nous permet après, effectivement, de regarder ce qui se passe. Mais je n'ai pas encore vu, moi, de différence entre les jeunes et les moins jeunes. On l'a mis en place chez Harmonie Mutuelle, on est 5000 salariés, et les différences étaient fondamentales entre un commercial qui passe sa vie sur le terrain et un marketeur comme moi qui passe ma vie derrière un écran à faire des réunions. C'est là où les différences font. Pour moi, le point n'était pas tellement d'identifier s'il y avait une différence d'épuisement ou d'énergie entre jeunes et moins jeunes collaborateurs, mais plutôt la cohabitation entre eux comme source d'épuisement, justement, parce qu'il y a une forme d'incompréhension par rapport au travail et aux attentes ou au rendu qui peut être fait par quelqu'un qui va avoir 10 ans d'entreprise et quelqu'un qui en a à peine 2. Et qui a une façon de voir, entre guillemets, la vie en général, parce que vous êtes sur des critères pro et perso à la fois, qui sont radicalement différentes, avec des intérêts qui sont relativement éloignés, ou en tout cas pas convergents. Alors ça on ne le bougeait pas, et c'est la question, mais on le mesure en fait en regardant, effectivement, il y a un des facteurs qui est comment ça va dans l'équipe en termes de cohésion. Est-ce qu'il y a de la solidarité? Est-ce qu'on se traite avec respect? Est-ce que chacun a sa place dans son équipe? Et c'est là où on peut regarder, effectivement, dans certaines équipes, parfois c'est un facteur qui va être en rouge. Et c'est là où, effectivement, il faut regarder la démographie et l'entreprise nous dit, bah, voilà, j'ai un conflit générationnel qui peut expliquer cette dimension. Et après, on a sur et après, on a des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'à l'issue, il y a des recommandations qui sont faites. On peut vous amener sur un plan d'action, mais même en dehors du diagnostic, on a un service prévention qui peut vous accompagner sur tout ce qui est aide au management, cohésion d'équipe. On l'a déjà fait dans nombre d'entreprises et on s'aperçoit qu'effectivement, on arrive à réunir des générations, on arrive à réunir des fonctions différentes. On a testé là, sur 270 collaborateurs par groupe de 10. Et voilà, on peut aller chercher. Ça, c'est une des problématiques de toute façon post-Covid. Enfin, c'était déjà une problématique, mais ça a émergé en plus post-Covid. Et donc, on peut accompagner soit au niveau du management, soit au niveau des équipes. Ça, c'est aussi des travaux qu'on mène avec des copines pour voir quels sont vos objectifs, vos besoins, vous aider à vraiment décortiquer vos besoins, votre demande, et après agir sur le terrain. Donc, effectivement, HPH peut servir à un potentiellement de diagnostic qui va aller vous permettre de la recommandation et derrière de la mise en place d'un plan d'action. J'ai eu l'occasion de travailler avec vous. Voilà, on met en place. Je vous disais, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas entendu, nous, on a eu l'occasion de travailler effectivement avec vous. Vous avez plusieurs thématiques. Voilà. Il y a ce HPH, mais vous avez aussi d'autres propositions, collaborations voilà, sur diverses thématiques. Sur la prévention, sur la santé, voilà. Qualité de vie, conditions de travail. Ce que je vais faire, c'est vous montrer un exemple concret d'entreprise qu'on a accompagné. Finir sur du concret. Oui, peut-être avec des actions, hein, vous avez mis en place, vous avez. Sauf s'il y avait une question à distance. Non. Ce qu'on vous propose pour terminer, c'est de vous partager, enfin, je vais présenter beaucoup de théories, donc maintenant je vais vous présenter un cas concret d'une entreprise qu'on a accompagnée en la matière et qui a voulu justement savoir comment ça se passait dans les équipes au niveau de l'énergie. Mais pour que vous puissiez bien appréhender les résultats de cette entreprise, quelques éléments de contexte sur cette entreprise. Donc, on a accompagné en fait une PME industrielle dans l'agroalimentaire. Donc, c'est une petite structure d'une centaine de salariés qui connaissait depuis 7 ans une explosion de son chiffre d'affaires, plus de 25% par an. Donc, voilà, une forte progression. C'est une boîte qui a fait beaucoup d'exports, beaucoup d'innovations produits. Qui du coup a été racheté entre-temps par une entreprise de taille intermédiaire, mais qui a connu une croissance fulgurante et qui n'a jamais eu le temps en fait, d'adapter son outil industriel parce qu'il fallait répondre à la demande et au business croissant. Et en fait, c'est une entreprise qui a connu un gros coup d'arrêt avec le premier confinement, le premier épisode Covid avec moins de 30% de chiffre d'affaires en 2020.
Et dans cette entreprise, on a un nouveau dirigeant très jeune, arrivé il y a 5 ans à la tête de cette entreprise. Et il est arrivé il y a 5 ans et en fait, son premier job sur le plan humain, sa première mission, ça a été de restructurer les fonctions commerciales, marketing et informatique pour suivre le business, parce que le business était très, très important et le rythme était important. Et en arrivant, il a fait le constat qu'en fait, les fonctions commerciales n'étaient pas taillées, organisées pour répondre à cette demande. Et sur un plan humain, voilà, une entreprise confrontée à un bassin d'emploi hyper concurrentiel. Et donc, pour recruter des commerciaux, des marketeurs, des informaticiens et des ouvriers, des logisticiens, une galère totale parce qu'un bassin d'emploi hyper concurrentiel. Et donc, c'est une entreprise qui, en plein Covid, deuxième épisode, mars 2021, fait appel à nous parce que beaucoup de remontées, beaucoup de signaux faibles et impossible à objectiver, à savoir ce qui se passe vraiment, et donc besoin d'objectiver. Et donc, on a mis en place la méthode en début juin 2021. Et 85% des salariés ont fait le test pour savoir comment ils allaient pour se prendre en main. Et puis, une fois qu'on a consolidé les résultats, et bien, sur cette PME, on est venu avec un premier message qui a été de dire, voilà, le dirigeant était totalement stressé parce que les remontées, c'est la galère, tout le monde va mal, tout le monde pousse ma porte pour me dire que rien ne va. Le premier résultat, ça va plutôt bien dans l'entreprise et au niveau des individus parce que quand on consolide les résultats de chacun, eh bien, on a 90% des salariés, quand ils ont fait le test, eh bien, le bilan qu'ils ont reçu, c'est que c'était plutôt des gens qui étaient dans un stade d'énergie ou d'équilibre. Donc des gens qui, selon le test, ne présentaient en fait pas beaucoup de symptômes d'épuisement. Par contre, un salarié sur 10, donc 10% des salariés qui sont dans une situation beaucoup moins confortable et qui présentent des signaux d'épuisement fréquents, voire systématiques. Donc déjà, c'est un premier résultat pour objectiver. Grosso modo, ça va plutôt bien dans l'entreprise. Et ça va d'autant bien qu'on est capable de comparer les résultats de cette entreprise à un benchmark Europe qui a été fait constitué de 300 entreprises et 60 000 salariés de tous secteurs confondus. Et ça permettait de montrer à l'entreprise, vous allez bien et vous allez même bien par rapport à un benchmark où on est plutôt sur 86% des gens qui vont bien et 14% des salariés qui ne vont pas bien. Donc ça, c'est déjà ce premier niveau d'information pour essayer d'objectiver la situation globale de l'entreprise. Mais ce qui était intéressant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on regarde ce rapport à l'énergie selon différentes populations. Et là, c'est très intéressant de voir que les équipes commerciales, restructurées il y a 3-4 ans par le nouveau dirigeant, eh bien, au niveau des fonctions commerciales, tout va bien, puisque 100% des salariés sont dans une situation d'énergie. Mais qu'à l'inverse, au niveau des équipes production et expédition, on n'a pas eu le bon rapport, puisqu'on a déjà plus d'un quart des salariés en fait, qui sont dans un stade de stress ou d'épuisement assez prononcé. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que ça permet aussi d'objectiver ce qu'on a fait précédemment dans la politique RH, ça permet de voir ici par rapport à cette entreprise qui avait pris soin de réorganiser la fonction commerciale, de voir que les commerciaux vont plutôt bien, mais que concernant les salariés en production et en expédition, il y a un gros sujet en la matière. Et il y a d'autant plus un gros sujet, là vous voyez que c'est globalement 27% des salariés de production et expédition qui ne vont pas bien, qu'en fait, quand on regarde dans le détail, toujours sur l'ensemble de ces salariés des équipes production et expédition, il y en a 27% qui ne vont pas bien globalement, et qu'en fait, ce taux d'épuisement, si l'entreprise ne fait rien, il va augmenter. Parce qu'en fait, vous avez un salarié sur deux dans ces équipes production et expédition qui est épuisé émotionnellement. Et derrière, comme on pose des questions assez précises, on est capable de montrer que, en fait, il y a une anxiété et une irritabilité extrêmement importante des équipes au niveau production et expédition. Donc, on est capable de mettre en place des politiques de prévention curative, parce qu'en fait, vous avez un salarié sur deux qui sont épuisés émotionnellement, et puis surtout, vous avez 55% des salariés. Donc, je ne parle pas des 27%, je parle de l'ensemble des équipes production et expédition. Il y en a un sur deux qui est aussi désengagé professionnellement, qui n'a plus son compte professionnel. Donc là, gros warning pour l'entreprise, à se dire, OK, j'en ai 27% qui ne vont pas bien globalement au niveau des équipes production et expédition, mais quand on regarde en détail, il y en a beaucoup plus qui ne vont pas bien émotionnellement et professionnellement. Parce que le 27% n'est qu'une agglomération de ces différents chiffres. Donc vous voyez, quand on est dirigeant d'une PME, ça permet de se dire, voilà, plein de gens poussent ma porte pour dire que ça ne va pas. Là, maintenant, je suis capable de savoir où est-ce que ça va, où est-ce que ça ne va pas, et à quelle mesure ça va pour les commerciaux, et à quelle mesure ça ne va pas pour les ouvriers en production et expédition.
Et puis, ce qui est intéressant, si je fais un zoom sur les équipes production et expédition, mais qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, on a vu dans cette entreprise, dans ces équipes production et expédition, qui ne vont pas bien, c'est quand même des choses qui vont bien. Et là, vous avez l'exemple de voir que pour ces équipes production et expédition, il y a un taux de fatigue qui est quand même assez important. Même s'il y a un taux de fatigue extrêmement important, et bien ces salariés, ce qui les énergise quand même au quotidien sur le plan professionnel, c'est que leur travail a du sens. On parlait tout à l'heure des relations au travail, solidarité, respect, et bien qu'il y a quand même dans ces équipes-là une vraie dynamique d'équipe et de cohésion. Qu'en plus, ces salariés savent ce qu'on attend d'eux, c'est le rôle et fonctions. Je sais ce qu'on attend de moi, je sais quels sont mes niveaux de responsabilité. Et en plus, il y a une bonne sécurité de l'emploi, on est sur une entreprise qui va bien et qui pousse économiquement. Donc il y a ces 4 facteurs qui sont dans une politique RH à cultiver, parce que c'est ce qui booste les équipes. C'est-à-dire que si on n'avait pas ça, c'est pas 27% de gens fatigués qu'on aurait, c'est peut-être beaucoup plus. Et à l'inverse, bien évidemment, on a regardé le rouge, et en fait, on avait 7 sujets qui épuisaient considérablement ces équipes. Donc, on avait dans l'ordre des salariés en fait, qui sont fatigués parce qu'ils reçoivent des consignes de travail totalement incohérentes de leur point de vue ou paradoxales au jour le jour. Parce qu'ils ne retrouvent pas leur compte en matière de parcours professionnel, de perspective d'évolution, de formation, d'évaluation des compétences, de reconnaissance, de rémunération. Parce qu'ils ne retrouvent pas leur compte sur l'organisation d'entreprise et même sur la stratégie d'entreprise. En fait, les salariés, dans leur test, on a vu en fait que ces salariés de production expédition ne comprennent pas la stratégie d'entreprise, ne s'y retrouvent pas, ont l'impression que les décisions qui sont prises sont déconnectées de ce qu'ils vivent sur le terrain, et qu'en plus, on ne leur demande pas leur avis sur comment on bouge la boîte. La quatrième source d'épuisement majeur pour cette équipe-là, c'est que l'information circule très mal dans l'entreprise, et qu'en fait, les ouvriers ont l'impression de ne pas avoir les informations nécessaires pour bien faire leur job. Qu'en plus, la plupart de ces salariés sont des hyper-perfectionnistes, que sur la chaîne de production, dans l'expédition, ils ont tendance à vouloir que tout soit parfait, et donc ils perdent un temps considérable, alors que peut-être que les standards de qualité qui sont attendus sont beaucoup moins élevés. Et puis, je vous avais parlé en introduction d'un outil vieillissant sur le plan industriel, ça a été confirmé, parce que beaucoup d'épuisement sur un poste de travail pas ergonomique, bruit, chaleur, des conditions de travail pas forcément tip-top. Et puis, pour la vie privée, beaucoup de salariés confrontés à des événements de vie douloureux, divorce, maladie, décès, problèmes conjugaux, problèmes financiers. Et de mémoire, c'était 2/3 des salariés concernés par le même type d'événement. Vous voyez, pour illustrer mon propos tout à l'heure, même dans une équipe fatiguée, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas, vous le voyez à l'écran. Et on est capable d'objectiver aussi ce qui relève du pro. Alors là, il y a beaucoup de choses professionnelles qui ne vont pas bien, mais il y a aussi du privé en la matière qui vont bien. Par exemple, la question de déplacement de domicile de travail, vous voyez dans la zone bleue, est plutôt quelque chose qui n'était pas forcément contraignant et une source d'épuisement. Et donc ça permet pour un dirigeant de se dire, OK, j'ai un vrai sujet sur les équipes production et expédition, et je comprends maintenant ce qui empêche ces salariés d'être moins fatigués et moins épuisés. Et on va vraiment très loin parce qu'évidemment, on a zoomé avec ça, y compris sur, on a vu consigne de travail, parcours professionnel, organisation d'entreprise qui était dans le rouge. Et bien, on regarde question par question. Et là, vous voyez les couleurs, elles sont toutes au rouge, orange. On fonctionne beaucoup par couleur parce que c'est assez parlant. Et vous voyez les salariés, dans les tests qu'ils ont faits, bien, la plupart des salariés, ce qui ressort, c'est qu'ils peuvent effectuer les tâches qui sont utiles. Ils reçoivent des consignes contradictoires de différentes personnes, ou ils reçoivent des consignes sans avoir le matériel nécessaire pour pouvoir faire ces consignes. Et puis en matière de parcours professionnel, je n'ai pas la possibilité de suivre des formations qui correspondent à mes attentes. Je n'ai pas suffisamment de possibilités pour développer ou évoluer. Mon poste ne correspond pas à mes compétences. Je ne suis pas évalué de manière régulière et en plus, ma rémunération n'est pas forcément en adéquation avec les prestations que je fournis. Et puis, sur l'organisation d'entreprise, tout est en rouge. Je n'ai pas confiance dans le pilotage de la boîte. Je ne suis pas forcément suffisamment associé aux décisions importantes prises par la direction. Et puis surtout, j'estime que les décisions prises par la direction ne correspondent pas à la réalité du terrain. Donc, vous voyez, on va vraiment très loin pour chercher ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui a permis à cette entreprise de créer un plan d'action. On les a aidés à faire ce plan d'action, mais ce qui se passe souvent, en fait, c'est que une fois qu'on a objectivé, qu'on a montré ce qui va, ce qui ne va pas, eh bien, les équipes prennent en main elles-mêmes des plans d'action, parce que c'est leur quotidien. Et là, c'est ce qui s'est passé. Le dirigeant avait des cartes blanches
au manager de cette équipe pour travailler avec ces équipes sur un plan d'action. Et donc, je ne vous montre pas le plan d'action en détail, mais ils ont imaginé un plan d'action avec 4 sujets. Un, il faut qu'on revoie nos process de production. Parce que si on a des salariés qui passent beaucoup de temps à faire des choses parfaites et qui en plus reçoivent des consignes contradictoires, c'est qu'on est mal organisé sur comment gérer la production. On est sur l'activité industrielle. Donc comment on gère les imprévus, comment on planifie, comment on fait du contrôle continu de production, comment on analyse les produits finis. Parce que si on analyse des produits finis avec 100 critères, alors qu'en fait les standards de qualité nous imposent 25 critères, pourquoi on va regarder tout ça? Donc ils ont revu tout ça de manière collective. La deuxième chose, c'est qu'ils ont forcément regardé comment on travaillait ensemble. Parce que pour que des salariés soient épuisés par des consignes de travail contradictoires ou incohérentes, c'est qu'il y a forcément des méthodes de travail ou des salariés qui se plaignent de ne pas apprendre des nouvelles choses. On peut apprendre tous les jours des nouvelles choses sur le travailler ensemble ou même sur le plan technique. Donc ils ont revu leur méthode de travail et ils ont instauré des points journaliers pour essayer de faire des retours d'expérience sur des situations de travail vécues pour diffuser une culture de l'apprentissage. Le dirigeant a aussi donné carte blanche avec un budget pour moderniser l'appareil de production. Les salariés se plaignaient de ne pas avoir leur mot à dire sur l'évolution de la stratégie. Et là, c'était un levier pour dire, voilà, on va moderniser ensemble notre appareil de production. Et vous l'avez vu, il y a beaucoup de questions sur c'est quoi mon avenir dans ma boîte, c'est quoi mes perspectives d'évolution, comment on peut reconnaître mes compétences. Donc avec la fonction RH, une meilleure gestion des compétences et un accompagnement plus ciblé. Et sur le plan privé, beaucoup de salariés confrontés à des situations personnelles et des fragilités sociales, eh bien, l'intervention de l'assistante sociale d'Harmonie Mutuelle qui est venue faire des permanences de manière trimestrielle pour permettre aux salariés de pouvoir être pris en main par une professionnelle en la matière. Parce qu'effectivement, quand on est dirigeant ou DRH d'une boîte de 120 ou 130 salariés, vous avez des salariés qui viennent avec des fragilités sociales, compliqué de gérer cet aspect-là. Et comme on a vu, c'était un levier d'épuisement, et bien, on a cette solution. Donc, vous voyez comment, d'un diagnostic, je reviens juste en arrière pour terminer, d'un diagnostic sur comment ça va globalement, je peux identifier que ce que j'ai mis en place au niveau des commerciaux, ça a porté ses fruits, mais maintenant, en tant que dirigeant, j'ai un gros sujet sur les équipes production et expédition. J'ai un gros sujet qu'il faut prendre en main maintenant parce que les chiffres, si ça continue, vont devenir alarmants. J'objective ce qui énergise et ce qui épuise mes collaborateurs de ces équipes. Je rentre dans le détail pour comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Et ça me permet collectivement de pouvoir travailler sur un plan d'action et de vraiment cibler c'est quoi mes priorités. C'est-à-dire que voilà, là, ici, on ne parle pas d'autonomie. Parce que l'autonomie du travail, on a vu que c'était plutôt un facteur d'équilibre. Il n'est pas en rouge. On concentre vraiment un plan d'action sur ce qui empêche les salariés ou ce qui les rend plutôt stressés et fatigués au quotidien. Voilà pour vous donner un exemple concret. Bien évidemment, les résultats que je présente ici sont totalement différents d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, même si on retrouve des choses assez communes. Et quand vous avez ce niveau de détail de résultats, voilà, je ne sais pas si vous pouvez vous projeter 2 minutes, mais si vous aviez ça chez vous, je pense que ce serait plus facile pour vous d'imaginer comment je peux mener une politique RH dynamique et surtout hyper personnalisée à vos équipes et à des quotidiens totalement différents entre des jeunes, des moins jeunes, des managers, des collaborateurs, des ouvriers ou des informaticiens. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, ce qu'on voulait partager avec vous, ce qui nous anime chez Harmonie Mutuelle. Vous l'avez compris, c'est d'aider les entreprises à mieux comprendre cette notion d'énergie pour vous aider justement à bâtir des politiques RH qui soient à même de vous permettre de mobiliser en fait toute l'énergie dans vos différents collectifs. On espère que cette conviction vous a animé ce matin. Et si vous voulez en savoir plus, on est à votre disposition et vous pouvez aussi aller sur notre mini-site harmonie-potentiel-humain.fr où vous retrouverez tout ce que je vous ai raconté, mais aussi les vidéos de dirigeants que nous avons accompagnés en la matière. Et puis, on vous donnera, si vous souhaitez, un code d'accès pour savoir comment vous allez personnellement en ce moment. C'est toujours bon de savoir comment on va individuellement en ce moment. Voilà, merci beaucoup. Voilà, si vous avez des questions, c'est maintenant. Ou des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Il y a une chose que je n'ai pas précisée, bien évidemment. Vous aurez le support, il y a beaucoup plus de choses dans le support, mais souvent on a la question, bien sûr, c'est un dispositif qui est conforme à la RGPD, puisqu'on va collecter de la donnée, on demande à nos salariés de se connecter.
Et tout ça, on le fait en garantissant de l'anonymat et la confidentialité absolue des réponses. Donc vous, employeur, vous ne savez jamais qui va bien, qui ne va pas bien de manière personnelle et vous n'avez pas accès aux résultats individuels des uns et des autres. Ça, je tiens à le préciser parce que c'est un point important. Ouais. Et juste pour terminer, je vous ai parlé de plan d'action, mais on a accompagné 25 entreprises depuis le début sur ce sujet-là. Et le retour que nous font généralement les DRH, c'est qu'il se passe déjà beaucoup de choses quand vous communiquez les résultats au collectif. Parce qu'après, chacun va inconsciemment conscientiser les résultats et se dire, mais oui, quand je suis manager, quand je manage ou quand je travaille les uns avec les autres, attention à telle ou telle chose. Donc il se passe beaucoup de choses quand les équipes commencent à partager les résultats. Tiens, un manager qui vient avec les résultats de son équipe, après ça transforme en fait déjà la façon de travailler les uns avec les autres. Voilà. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup et j'espère que ça vous aura énergisé en tout cas ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à tous. Et merci Florent. Pour revenir sur le sujet finalement des augmentations, aussi.